Alors, bonjour à toutes, bienvenue pour ce 8e Café Live où nous allons parler de la posture de femme, de la posture vis-à-vis de nos enfants, enfin, où nous allons partager nos expériences avec Vanessa Chedebois, qui est coach énergéticienne. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Reine, je vis à l'île de la Réunion et après une expérience autour de la violence, j'ai décidé de faire ma part du colibri en accompagnant également des personnes, des hommes, des femmes aussi, puisque je crois que les hommes ont besoin d'être accompagnés aussi, ils se sentent bien seuls, à se reconstruire en fait. Voilà. Mes 3 valeurs sont vraiment la conscience, la résilience et l'autonomie. Voilà. Je te laisse te présenter, Vanessa, et nous Alors, raconter un bonjour à petit peu tous. ton Donc, parcours. moi, je me présente Vanessa, 46 ans. J'ai vécu des violences conjugales pendant à peu près 25 ans, donc des violences psychologiques mais physiques très fortes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque vous pouvez aller voir un live que nous avons fait au mois de septembre où j'expliquais mon histoire. Mais voilà, donc des violences très graves. Confrontée à la justice qui n'a pas forcément répondu à mes attentes. Je me suis reconstruite avec mes enfants et actuellement je suis résiliente et je coanime avec Rennes certains cafés live pour partager mon expérience et pour aider les personnes qui en ont besoin. Voilà. Et sur le sujet de la justice, justement, on vient de dater avec Vanessa un prochain Café Live le 24 novembre prochain, où on va parler du parcours du combattant. Judiciaire. Ouais, du parcours judiciaire. Voilà. Donc de toute façon, il y aura une proposition d'événements sur ma page. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ma page ou à celle de Vanessa pour être informé. OK. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la posture que l'on devrait avoir après la séparation, puisque l'on sait que quand on sort d'une situation de violence, ce n'est pas fini. Et c'est vrai que sur les groupes sur lesquels nous sommes, on voit régulièrement des messages de victimes qui nous disent c'est encore pire après la séparation que pendant la séparation. Je ne sais pas comment faire, il me manque. Je ne comprends pas pourquoi il me manque. Pourtant, je sais tout ce qu'il m'a fait ou tout ce qu'elle m'a fait. Et donc, on va parler de tout ça, en fait, des écueils que l'on peut éviter, que l'on doit éviter et comment mieux, voilà, mieux se positionner, mieux s'affirmer dans l'après-séparation, puisqu'il y a aussi les enfants qui nous déstabilisent vis-à-vis de l'autre, puisqu'on se dit, c'est le parent, donc comment est-ce que je peux refuser ou mettre des limites alors que donc, on va échanger sur tout ça, Vanessa. Tout à fait. Donc, comment tu veux qu'on commence? Qu'est-ce que tu veux que... Déjà, peut-être à partir de ton expérience et ta posture, toi, en tant que femme. Et puis, moi, j'aborderai, et puis, tu sais, on a des échanges Voilà, donc alors moi, ma posture, donc à la séparation, voilà. Donc la séparation, c'est comme en fait quand on quitte quelqu'un de violent, de toxique, c'est comme on doit faire un sevrage comme pour une addiction en fait. C'est-à-dire que on ressent le manque, on ressent le besoin de quelque chose qui est toxique parce qu'on a souvent que vécu ça ou vécu ça et on est dans le manque de tout ce qui nous, de tout ce de l'emprise, voilà, on était conditionné dans ce système qui faisait que on développe donc le manque. Donc le plus important pour moi, c'est d'arriver à appliquer le no-contact. Le no-contact, alors il est parfois compliqué quand on a des enfants ou quand on est obligé d'être en contact pour les enfants, mais voilà, ne plus laisser la personne toxique se nourrir de nos énergies, se nourrir de nous et essayer de s'éloigner un maximum. Donc c'est vrai que parfois c'est compliqué, on peut passer par des phases de véritable sevrage
comme un sevrage d'une addiction, d'une drogue, à être complètement renfermé dans son lit, à ressentir ce véritable manque. Mais au fur et à mesure, je peux vous confirmer que ça passe. Et au bout d'un moment, on commence à voir la lumière et bah, à se rendre compte qu'on peut vivre sans cette personne et qu'on est bien plus heureux. Alors oui, moi je rajouterais, parce que c'est vrai que toi, tu racontes une expérience autour de violences physiques très dures, tu as failli y rester, donc il y avait vraiment un éloignement aussi judiciaire, il me semble, dans ton histoire. Après, quand il s'agit de violences psychologiques, le conseil de Vanessa vaut toujours, puisque effectivement, c'est limiter en fait les interactions et vraiment poser des cadres et des limites. L'erreur à vraiment éviter, c'est de permettre à l'autre d'envahir encore un espace qu'on essaye de reconstruire, donc un chez-soi avec les enfants ou pas. Il y a vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ces phases-là, il est possible que la personne en face de vous vienne un peu la bouche en cœur en disant oui, je m'excuse, je suis désolée, je vais me faire soigner. Donc rentrer dans une phase de lune de miel qui va venir encore déstabiliser en fait et nous faire perdre le lien avec cette violence que l'on a pu vivre dans la relation qu'on vient de quitter. Donc il faut prendre garde en fait à OK, il est possible que cette personne vienne vous voir et vous dise je vais changer. Et on risque d'y croire. Alors pour ne plus y croire, c'est vraiment poser, écrire tout ce qu'il vous toutes les expériences que vous avez vécues avec cette personne. C'est poser des mots, en fait, pour ne pas que notre mémoire joue des tours. Parce qu'on a une personnalité, effectivement, où on a envie d'y croire. C'est la raison pour laquelle la séparation a été souvent longue avant le départ. Et après le départ, eh ben, il y a toujours cette addiction, cette habitude, ce manque qui fait qu'on va confondre le sentiment d'amour avec l'attachement finalement, et l'attachement à une situation qu'on a du mal à quitter, qui est plus liée à une dépendance émotionnelle et affective qu'à du véritable amour. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, une dépendance, une dépendance. Et on rentre aussi rappeler, je pense, le triangle de Cartman, sauveur, sauvé, bourreau. Parce que, comme quand tu dis, si la personne revient et repropose une lune de miel, souvent la victime a tendance à se remettre en position de sauveuse en disant, ah oui, il veut s'en sortir, je vais l'aider. Et c'est là qu'en règle générale, tout reprend, tout le mécanisme reprend. Et on se rend compte aussi que ce mécanisme, au plus le temps passe, au plus ça va loin. Donc, au plus on arrive à arrêter les violences psychologiques, physiques, tôt, mais au plus on s'enfonce dans cette relation, au plus les violences sont fortes et au plus elles vont loin. Donc, c'est vrai que c'est important dès qu'on ressent qu'on vit une situation de violence conjugale, d'emprise, de dépendance, il est important d'en parler aux personnes de confiance ou aux associations 3919 pour pouvoir s'en sortir le plus rapidement possible. C'est ça, c'est vraiment comment dire, comprendre que tout ce que vous allez vivre, on avait fait un live également sur les étapes de la reconstruction, hein, donc que je rappelle, il y a une phase de déni dans laquelle on refuse de croire et de voir que l'on vit une situation de violence. Il y a là, cette phase de colère où on va vraiment presque puiser toute notre énergie pour l'après-séparation, pour mettre en place un certain nombre d'actions, plainte quand il y a lieu ou quand on ressent le besoin de le faire. On va faire un live aussi là-dessus. Après, il y a cette phase de négociation. Et cette phase de négociation, ça va être OK, finalement, ce que je vis,
n'est pas si important. Et si ça pouvait être autrement. Et c'est là qu'en fait, on va laisser la porte à la phase à cette lune de miel, au pseudo, comment dire, repentance de la personne avec qui on a partagé, pas que des mauvais moments, on est bien d'accord. On a été avec cet homme parce qu'on a cru à un moment donné, ou cette femme, on a cru à un moment donné qu'elle nous correspondait. Donc, on veut y croire. Et voilà. Et donc, il faut vraiment, comment dire, sans culpabilité, parce qu'il va y avoir aussi souvent dans le post-séparation, la phrase qui va être quand il va voir que personnellement on ne bouge pas, la porte d'entrée, ça va être aussi les enfants. Donc, tu ne vas pas enlever un père ou une mère à nos enfants. Tu ne vas pas leur priver de notre famille. Et du coup, cette phase de culpabilité, il faut bien comprendre aussi qu'elle est normale. Il faut juste laisser passer cette phase de manque, cette phase de culpabilité et rester aligné en fait et rester bien connecté aux raisons pour lesquelles ce n'était plus possible. Cette petite voix qui est venue vous dire à un moment donné c'est plus ok, je vais partir en dépression ou je risque ma vie. Cette petite voix, elle n'est pas venue par hasard et c'est vraiment rester connecté à elle afin de pouvoir passer cette phase ces phases de post-séparation qui sont complètement normales. Et moi, je rajouterais aussi qu'après donc la séparation, quand la personne toxique ou violente va se rendre compte qu'elle n'a plus d'emprise sur la victime, là, ça devient une période très dangereuse pour la victime parce qu'elle peut donc là subir des violences allant jusqu'au féminicide. La personne peut aussi la forcer à lui répondre dans la violence et comme la personne est dans l'étape de deuil, elle n'est pas bien et elle peut avoir des réactions par message ou par oral qui peuvent la perdre après et l'obliger à ramer après dans ses démarches parce qu'elle ne sera pas crue par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce qu'elle a pu faire ou ce qu'elle a pu dire alors qu'elle était en période de deuil, de mal-être. Et là, la personne toxique, dans ces moments-là, elle est très forte parce qu'elle sait que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle intervienne, qu'elle fasse des preuves, qu'elle la pousse à bout pour après pouvoir dire non, mais c'est elle qui est folle ou c'est lui qui est fou. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut faire très attention aussi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure d'essayer d'appliquer le no-contact, d'avoir des contacts, s'ils sont obligatoires, très factuels. Si on doit parler des enfants, on parle juste des enfants, on ne répond pas sur autre chose. On essaye d'avoir un ton neutre. C'est parfois compliqué parce qu'on peut avoir des moments de colère ou de tristesse voilà, qui peuvent nous faire surréagir. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut essayer de rester centré pour mettre des billes de son côté pour les procédures qui vont arriver derrière. Parce qu'évidemment, il y a des procédures qui arrivent derrière parce que ce genre de personne ne lâche pas l'affaire comme ça. Exactement, et c'est super important, Vanessa, effectivement, d'éviter de se mettre dans une situation encore plus compliquée qu'elle ne l'est après la séparation. Et c'est vraiment important de pas répondre et d'avoir cette parole impeccable et ces actes impeccables où effectivement on se dit ok, là c'est un jeu, il va y avoir un espèce de jeu qui va se mettre en place d'une manière inconsciente, comme tu l'expliquais très bien, le jeu de rôle de la personne toxique. Et c'est vraiment oui, évitez-vous de vous mettre dans des situations qui peuvent vous être reprochées. Donc, de répondre par de la colère, de répondre au SMS. Il vous dit quelque chose par SMS ou au téléphone. OK, d'accord, j'ai entendu. Et hop, on se retire du jeu et on ne lui laisse pas de prise. Parce que si on commence à répondre à ces SMS d'une manière non factuelle, en essayant de se justifier, on a déjà perdu en vérité.
À partir du moment où vous commencez à vous justifier, vous avez déjà perdu la bataille. Donc vraiment, ne vous justifiez pas et restez vraiment avec beaucoup de hauteur, restez connecté aux raisons pour lesquelles vous avez quitté cette personne et rester connecté à l'acte juste que vous êtes en train de vivre et faire confiance à votre parcours de reconstruction, à votre parcours de résilience. Si je peux me permettre, est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Alors, je peux me permettre de juste dire quelque chose. Il ne faut pas se sentir coupable parce qu'au niveau national, les allers-retours sont calculés sur 9 départs pour un bon, 9 à 10 départs pour un bon. Donc, que la victime fasse des allers-retours, c'est complètement normal. Il ne faut vraiment pas se sentir coupable de ça parce que je crois que dans nos parcours, on a tous fait des allers-retours parce que, évidemment, comme vous l'avez si bien souligné toutes les deux, il y a cet attachement à cet auteur, mais non seulement il y a cet attachement, c'est qu'on ne se rappelle que des bons moments. On oublie très vite les mauvais moments parce que qu'est-ce qu'on cherche dans cette relation? On cherche l'homme qu'on a rencontré au début. Et constamment, on va revenir à ça et constamment, il va nous en laisser une petite miette pour qu'effectivement, on retourne vers l'homme qui était si merveilleux quand on l'a rencontré. D'ailleurs, il était tellement merveilleux que c'en était trouble, mais il y a bien que nous qui ne l'avons pas vu. Voilà. C'est ça. Merci pour cette précision, Florence. C'est très important parce qu'effectivement, cette culpabilité, il va chercher, cette personne va chercher à nous la faire vivre en permanence. Et c'est vraiment… et les allers-retours, effectivement, merci de le rappeler parce que je crois que je pense que Vanessa, moi, ou peut-être vous, vous en avez fait. Oui. Moi, j'ai mis quelques années avant de me dire, OK, là, c'est plus possible. C'est ça où je suis dans le fond de la ravine. Et comme j'avais 2 enfants en bas âge, je me suis dit, non, OK, c'est pas possible. Et pourtant, il n'y avait pas de violence physique. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on parle de la violence au sens large. C'est tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes mécanismes. Peu importe la gravité, entre guillemets, de ce que vous avez vécu. La violence, quelle qu'elle soit, elle est grave. À partir du moment où ça vous met dans un schéma où vous vous sentez contrainte, où vous avez la boule au ventre, où vous vous mettez à pleurer, où vous avez une petite voix qui vous dit « Ah non, c'est pas OK, je ne comprends pas ce qui s'est passé », où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, même si c'est que psychologique, je mets bien entre guillemets, parce que moi, je ne fais pas de distinction entre les différentes formes de violence, bien qu'effectivement, toutes les violences physiques qu'a pu connaître Florence ou Vanessa, effectivement, qu'elles sont gravissimes et qu'elles sont… voilà. Mais le schéma est le même. À partir du moment où on se sent mal, c'est une violence. Et si je peux me permettre encore une fois, j'ai presque envie de dire… On a des marques, nous. Donc, on est entendu que la violence psychologique ne laisse pas de marque et c'est très difficile de se faire entendre quand on a de la violence psychologique, comme la violence économique, comme la violence sexuelle, parce qu'il ne faut pas les oublier, ces trois-là. Et là, ça ne laisse pas de marque. Alors, allez faire entendre que vous êtes victime de violences psychologiques, économiques et sexuelles. C'est quand même pas facile. C'est surtout que les amis même vous prennent pour une folle, ils disent que vous exagérez parce que devant les copains, il est super agréable, il n'y a aucun problème, il est très sociable et machin. Enfin, juste des fois, il te regarde de travers devant les amis parce qu'il y a un truc qui lui a pas plu, quoi. Mais sinon. Mais moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne et à toutes les personnes avec lesquelles j'échange sur les différents groupes, vous savez ce que vous avez vécu. D'accord? Et restez connecté à ça. Vous savez ce que vous ressentez. Et c'est ça qui est important. Peu importe que Pierre, Paul ou Jacques vous croient, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Encore une fois, à partir du moment où on se justifie, on est déjà on a déjà perdu la bataille. Donc, ne perdez pas. Quand on est dans cette phase de séparation, on est en mode survie. Donc, donc on doit vraiment se concentrer toute notre énergie, surtout quand on a des enfants, on doit vraiment concentrer toute notre énergie à se sortir de cette addiction dont parlait Vanessa tout à l'heure, hein, de
cet attachement addictif qu'on peut avoir aux personnes, avec cette personne, avec toute l'illusion qu'on avait autour de cette personne que racontait Florence. Et donc, c'est super important, en fait, de ne pas perdre cette énergie à essayer de faire entendre aux amis, à la famille, qu'on devait partir. Parce que ces personnes-là n'ont pas vécu avec vous. Elles n'ont pas vécu les brimades, elles n'ont pas vécu les humiliations, elles n'ont pas vécu les ignorances, elles n'ont pas vécu les mots, elles n'ont pas vécu, et la répétition surtout des mots. Et tant qu'elles ne l'ont pas vécu, eh ben, elles ne peuvent pas comprendre. Je dirais que même il y a des personnes qui l'ont vécu et qui vont dire « Ah ouais, non, mais toi, il t'a fait ça, mais bon, c'est pas si grave finalement, parce que regarde, l'autre, il a tapé, il a fait ci, ou il a menacé, et ça, c'est plus grave. » Ben non, encore une fois, il n'y a pas d'échelle de gravité dans la violence. Et c'est super important de garder toute cette énergie dont vous avez besoin pour vous et pour vos enfants, de le garder pour vous et ne pas souffrir, je dirais, du jugement et du regard des autres. Oui, c'est exactement ça. Tu as bien résumé, Reine, et puis Florence, tu as bien aussi l'intervention que tu as eue est pertinente. Et c'est vrai que c'est vraiment, voilà, c'est un schéma. Il faut sortir de ce schéma. Et pour sortir de ce schéma, faut avoir, comme me disait Reine, cette petite voix, écouter cette petite voix et se dire oui, j'y vais. Moi, quand je suis partie, je pense que si je n'étais pas partie, la nuit suivante, j'étais morte. Donc, et cette petite voix, je l'ai entendue et je me suis enfuie. J'ai créé un scénario pour partir parce que j'étais séquestrée. Mais si je n'étais pas partie, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui. Et voilà, et vraiment écouter cette petite voix parce que et ça faisait, comme disait Florence, ça faisait déjà 3-4 fois que j'étais partie, 3-4 fois que j'étais revenue. J'ai été récupérée à l'hôpital, j'ai été récupérée voilà, dans des endroits où ils venaient même me chercher à l'hôpital en disant « Mais non, mais je vais m'occuper d'elle ». Et les médecins me laissaient partir avec lui alors que j'étais arrivée couverte de coups. Donc, et moi, j'y allais en me disant « Ah oui, cette fois-ci, c'est la bonne. On est une famille. Les parents, mes enfants ont besoin d'un père, d'une mère. Moi, j'ai pas forcément eu ça quand j'étais jeune. Donc là, on revient au live qu'on a fait avec Reine le mois dernier sur les blessures qui favorisent les violences conjugales. Voilà, donc on a tout un mécanisme de fonctionnement suite à des croyances, suite à des valeurs qu'on a dans l'enfance qui font que c'est soi-disant le prince charmant qui est là, qui est arrivé à l'époque où il est arrivé à l'époque où vraiment on avait ce besoin de partir de chez nous, ce besoin de sortir d'un schéma familial. Il nous a promis la lune, il nous l'a donné pendant très peu de temps au départ. Et au fur et à mesure, il nous a repris, et il nous a donné que du négatif. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut... Voilà, cette petite voix, quand on l'entend... Maintenant, il y a plein de groupes, il y a le 3919, il y a des choses autour de nous qui nous permettent de prendre contact avec, voilà, sur les groupes, il y a des gens comme Reine, comme Florence, comme moi ou d'autres personnes, de nous prendre contact et on peut aider, même si on aide une personne, c'est déjà une personne d'aider en fait. Et il faut vraiment que les personnes entendent qu'on les croit et qu'on va les accompagner. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais, Vanessa, parce qu'il faut bien comprendre que le fait que vous restiez avec une personne qui vous donne de la souffrance, qui vous donne de la violence, ne préjuge en rien votre intelligence ou votre intelligence du cœur, etc. Parce que justement, souvent, ils arrivent, tu m'as fait penser à ça aussi dans ton intervention, souvent, ils arrivent à un moment ou par rapport à notre histoire ou à un moment de notre vie, effectivement, où il y a une faille. Il y a cette blessure qui est béante, ce vide qu'on peut ressentir, et il arrive avec sa cape et sur son cheval blanc, et on y croit. Et moi, je sais que j'ai vécu ça, c'est-à-dire que une des personnes que j'ai rencontrées violentes, c'était vraiment, je l'ai vu comme mon sauveur, quoi. Et je me suis dit, il est imposant, il va pouvoir me protéger.
C'était complètement inconscient, évidemment, hein, puisque cette prise de conscience, elle est venue bien plus tard sur le travail que j'ai pu effectuer. Et en fait, le deuxième point, c'est effectivement garder à l'esprit que non, vous n'êtes pas faible, non, vous n'êtes pas bête d'être resté dans ce type de relation, parce que j'entends souvent aussi sur les groupes, mais comment est-ce que j'ai pu faire pour rester aussi longtemps? Comment est-ce que j'ai pu faire pour y croire aussi fort? Comment est-ce que je dois vraiment être bête, nulle pour avoir vécu ça? Non, ce n'est pas le cas. En fait, c'est vraiment justement parce que vous êtes courageuse, parce que vous êtes formidable, parce que vous êtes unique, qu'il est venu vous chercher, parce que c'est aussi une manière qu'il a pu avoir de se valoriser et de se dire, tiens, regarde, tu as vu, elle est comme ci, elle est comme ça. Et en fait, après, le jeu, ça va être de casser ça au fur et à mesure et de casser ce peu d'estime que l'on peut avoir d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue physique et de venir le détruire au fur et à mesure du temps. Donc, il faut de prendre notre énergie et de s'en servir aussi. Il y a aussi se nourrir de pouvoir ça. Énergétique, c'est qu'on brille, on est des personnes fortes, on est des personnes lumineuses. Et en fait, en se mettant avec des personnes comme nous, ils viennent chercher l'énergie qu'ils n'ont pas. Et ils nous vampirisent, c'est la vampirisation. Ils nous prennent toute cette énergie, ils se nourrissent avec notre lumière en fait. C'est exactement ça. Alors, j'aimerais qu'on poursuive un petit peu pour toutes les personnes qui ont des enfants, un petit peu quelques conseils de vécu. Alors, il y a toujours beaucoup de culpabilité parce qu'on est des mamans, on veut le mieux pour nos enfants et on pense souvent que ménager la chèvre et le chou va être une solution. Vraiment, si j'ai un conseil d'expérience à vous dire, c'est vraiment rester factuel dans vos échanges autour des enfants. Si vous sentez que cette énergie qu'ils vous volent par rapport à une culpabilisation, des humiliations qu'ils continuent à vous faire subir dans cette séparation, c'est vraiment de ne pas y répondre, mais aussi de poser des cadres. Donc, peu importe le cadre que vous posez, il sera juste. S'il est juste pour vous, il sera juste. Et c'est à lui de respecter ce cadre. Donc, ça peut être, oui, effectivement, s'il envoie 20 SMS ou qu'il envoie 50 SMS aux enfants, c'est de poser un cadre et de dire, ok, oui, tu peux avoir le contact avec ton père, mais voilà, tu liras ces messages à tel moment, suivant l'âge des enfants, évidemment, ou si les enfants sont plus petits, ok, une fois par semaine, tel jour, j'ouvrirai le mail et je communiquerai avec toi autour des enfants. En attendant, on respecte ce qui a été défini éventuellement par le juge, qui a été défini par la protection de l'enfance, qui a été défini par le cadre que l'on veut poser, nous, par rapport au danger que l'on vit. Et c'est vraiment important de s'y tenir et de ne pas croire que parce que c'est le père de nos enfants, qu'on est une mauvaise mère de priver son père, de priver de la figure paternelle. Parce que notre volonté, il faut bien l'entendre, je pense que tout le monde va être d'accord, ce n'est pas de priver d'un père ses enfants, c'est aussi, effectivement, il y a un souci de protection de soi-même, peut-être un souci de protection des enfants. Et pour ça, il faut un cadre et des limites. Et de faire le strict minimum qui doit être fait dans le cadre de l'attente d'une procédure, par exemple. C'est super important aussi de faire attention à cette notion d'aliénation parentale, puisque il y a un revers, même si ce que vous dites à votre enfant, suivant l'âge qu'il a, est juste, mais il y a un revers qui peut venir de la part de l'autre parent, évidemment, mais il y a un revers aussi qui peut venir de nos propres enfants. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que nos enfants, quoi que ses parents puissent faire, il aime son père, il aime sa mère. Donc, il y a toujours cet amour qui reste inconditionnel. Et donc, il y aura toujours une lutte en lui entre « Ok, je sais ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait,
Mais par contre, je ne supporte pas qu'on puisse dire du mal ou qu'on puisse m'éloigner de cet autre parent. Et donc, du coup, en croyant bien faire, parce que souvent je lis aussi et je suis passée par là également, en croyant bien faire, on dit on va dire la vérité, non pas pour qu'ils s'éloignent de l'autre parent, mais on va dire notre vérité à nos enfants, mais notre vérité n'est peut-être pas entendable pour les enfants. Donc, du coup, c'est vraiment, oui, éviter de dire à nos enfants ton père a fait ceci ou cela, voilà, d'une manière trop répétitive, parce que c'est super violent aussi pour eux. Et c'est trouver le juste milieu en fait entre les informations qu'il a besoin d'avoir pour comprendre la situation et la réalité de ce que l'on vit. J'avais autre chose à dire. Oui, c'est être à son écoute aussi, hein, pouvoir vraiment échanger avec ses enfants. Et il y a quelque chose d'autre qui va me revenir probablement par la suite. Vanessa, peut-être que tu veux rajouter des choses. Oui. Alors moi déjà, la première chose que je vais peut-être être tranchante, mais pour moi, un mari violent n'est pas un bon père. J'allais le dire. C'est fou. Ouais, on a la même école, hein, Florence. Donc voilà. Un mari violent n'est pas un bon père. La personne ne change pas de casquette suivant à qui elle s'adresse. Donc le but principal pour moi, c'est de protéger les enfants d'une manière ou d'une autre. Donc des fois, parfois c'est plus facile, parfois c'est moins facile par rapport à la perversité ou par rapport à certaines choses. Donc moi, je vais vous donner quelques petits conseils que j'ai appliqués avec mes enfants. Donc déjà, la première chose, quand un parent va bien, l'enfant va bien. Donc la première chose, essayez de retrouver son équilibre, un équilibre personnel pour soi, et derrière, ça en découlera sur un bien-être pour les enfants. Donc ça, c'est prendre soin de soi. La première chose, voilà. Pour moi, ne pas dénigrer l'autre. Ne pas parler mal aux enfants de l'autre. Ça, moi, je l'ai toujours appliqué. Et pourtant, comme je vous dis, c'était quand même assez compliqué. Et voilà. Et j'ai toujours, en fait, voulu montrer à mes enfants que j'étais différente de leur père. Donc, je faisais, entre guillemets, l'inverse de ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que je préférais ne rien dire, ne pas leur parler de leur père, plutôt que de faire comme lui, dire ta mère elle est comme ci, gna, 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 pour que les enfants puissent voir la différence, pour qu'ils puissent voir qui est dans l'amour, qui est dans la haine. Par contre, voilà, on passe dans un endroit où les enfants me disent, ah bah je crois que tu as habité là un jour avec papa. Bah oui, est-ce que vous voulez que j'aille vous montrer la maison? Ça fait partie de leur histoire. Il faut qu'ils connaissent aussi leur histoire. Mais les dénigrer, voilà, moi je suis toujours partie du principe que en plus, ils étaient jeunes. Bon, mon fils maintenant est un peu plus vieux et a entamé lui aussi une procédure judiciaire contre son père, donc c'est différent. Mais en tant que jeune, et là, ma fille qui a 11 ans, par exemple, elle commence à me poser des questions. Mais j'attends qu'elle me pose les questions et je ne vais pas à l'affront en lui disant ton père il a fait ci, ton père il a fait ça. C'est quand elle vient vers moi en me disant maman, est-ce que je me souviens de ci ou de ça? Est-ce que tu peux me raconter? Et c'est à ce moment-là que je lui raconte. Donc en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire l'inverse de ce que fait la personne toxique. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment pas aller au-devant, respecter leur moment où ils sont prêts à entendre des choses. Alors, c'est vrai qu'on a un commentaire qui nous dit, oui, c'est vrai que quand tu dis que tout père violent n'est pas un bon père, oui, sur le papier, c'est vrai. Mais par contre, c'est compliqué suivant la reconnaissance que peut avoir la justice ou les institutions par rapport aux violences, parce qu'eux, ils mettent une graduation. C'est compliqué de couper les liens. Voilà, toi, tu as eu un éloignement physique, tu as une procédure qui lui a fait perdre cette autorité parentale, etc. Sauf que, voilà, c'est reconnu en fonction de ton type d'histoire et ce n'est pas toujours le cas.
moi, avec des violences des violences verbales et psychologiques, eh bien oui, effectivement, si j'avais eu à demander une garde exclusive, je ne l'aurais pas eu parce qu'il aurait argumenté sur le fait qu'il sait s'occuper des enfants. Oui, il s'en occupe, sauf que cette violence verbale et cette violence verbale, en tous les cas, il n'était pas capable de pouvoir la maîtriser. Et donc, du coup, mes enfants ont grandi avec ça, comme quelque chose de normal et de banal. Et malheureusement, aux yeux de la justice, c'est parfois compliqué d'y faire face, mais je crois que encore une fois, comme le dit Vanessa, rester dans son alignement, rester dans ce qui est juste pour soi, en retravaillant son histoire, en allant sur le chemin d'une résilience et non pas d'une acceptation. Moi, je fais bien la distinction entre l'acceptation et la résilience. Je parle même de résilience écologique pour soi, qui est un stade au-dessus du terme résilience classique qu'on entend, force issue de l'histoire. Quand c'est écologique, c'est qu'il n'y a plus de souffrance et que véritablement, à partir de notre histoire, de la reconstruction de notre identité également, eh ben, tout ce que l'on a vécu auparavant n'est plus source de souffrance, mais on en fait effectivement une force. Donc vraiment mettre à profit, travailler cette résilience, effectivement, prendre soin de soi pour le faire, travailler cette résilience pour justement rester aligné, parce que toute votre vie, tant que vos enfants seront avec vous, eh bien, il y aura des rappels. Il y aura des rappels de leur part ou de la part de l'autre parent. Et quand on est aligné, ça passe. Si on se laisse déstabiliser, qu'on culpabilise, qu'on a peur également, parce que la peur est quelque chose qui nous fait beaucoup bouger dans le post-séparation, eh bien là, ça devient compliqué émotionnellement, et là, on perd pied, et là, on se trompe, et là, on fait, on répond par de la colère, on répond par de la vengeance, on répond par même de l'humiliation, etc., que ce soit vis-à-vis même de nos enfants, parce que moi, j'ai écrit un texte il y a peu de temps sur ma page. J'ai vécu l'impuissance et l'injustice, en fait, de ce que me renvoyaient mes enfants après tout ce que j'ai sacrifié pour eux et tout ce que j'ai voulu faire pour les protéger. Et à un moment, ils m'ont dit, mais non, mais on veut vivre avec papa. Papa, il est mieux que toi. Ouais, ok, alors comment est-ce qu'on prend ça? Et donc c'était super violent pour moi et j'étais super blessée en tant que mère, jusqu'au moment où je me dis, bon, ben ok, c'est leur construction, c'est leur chemin. Moi, je suis là, je leur montre autre chose, je sème la graine et ils prendront ce qu'ils pourront prendre. Et je sais que toutes les graines que j'aurai semées, à un moment donné, elles vont porter leurs fruits, sauf qu'ils ont besoin aussi de vivre leur expérience. Voilà ce que je voulais rajouter. Peut-être que, Vanessa, tu voulais rajouter quelque chose par Non, moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que donc, quand on s'en va, on essaye de garder le maximum de preuves, on essaye de constituer un dossier pour l'après. Et quand on est dans l'après, c'est-à-dire après la séparation, là, c'est pareil. Les messages qui sont toxiques, on garde un maximum de choses, tout a son importance. Et on ne répond pas. On reste factuel dans nos réponses. Parce que le problème, c'est que quand on est piqué, qu'on est malheureux et qu'on est piqué dans ce que l'autre essaye de nous renvoyer, eh ben, la tentation est grande, en fait, de dire blablabla. Et c'est là, en fait, que, effectivement, tout à l'heure, ce que Vanessa disait, c'est très juste, où il pourra se servir. Et quoi qu'ils disent, que ce soit des vérités ou des mensonges, on ne dit rien. 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 Voilà. C'est super important. Alors là, c'est une clé qui est très simple, qui est très difficile à mettre en place, mais toutes les expériences vous diront exactement la même chose, on ne répond pas. Et ça va les mettre fous. Hein. Pour certains d'entre eux, ça les met complètement fous de perdre pied, en fait. Et ils vont aller toujours plus loin. Hein.
Non, à peine, à peine. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, si je peux. C'est que j'accompagne beaucoup de femmes, y compris dans mon cabinet, à l'extérieur. Ma naissance, c'est quelque chose. Mais on marche à côté parce qu'on est toutes différentes et on fait comme on peut avec la boîte à outils qu'on a au moment où on l'a. Le sujet, c'est que quoi qu'il se passe, c'est d'avoir une personne ressource à côté de vous, un accompagnement qui vous dit toujours, quoi que tu décides, quoi que tu fasses, on est à côté de toi et on sera là. Parce qu'en fait, de dire, il faut que, vous savez, vous connaissez le Yaka Faucon. Donc, ça ne marche pas quand on est pris là-dedans, ça ne marche pas. Le cerveau, il n'enregistre pas. Donc, d'être toujours à côté, comme si vous aviez un bâton et que vous souteniez avec un bâton être à côté. C'est un problème sociétal, la violence. Ça ne vous appartient pas, c'est un problème sociétal. Il faudrait tout reprendre depuis la base. Il y aura toujours des personnes malveillantes, hommes ou femmes. Hein, voilà, même si je pense que les femmes, c'est différent, mais la violence, elle est pas mal aussi. Mais voilà, c'est un problème sociétal. Il faut reprendre les bases avec de la prévention, des tas de choses comme ça. On n'y est pas encore, on travaille pour, et puis c'est difficile. Je peux vous dire que c'est super difficile de faire passer les messages. Mais à côté de ça, aller au rythme de la personne. Chacun fait comme il peut. Voilà. C'est sur ces mots que… Merci pour cette précision. Et c'est vrai que c'est super important parce que c'est vrai que là, on arrive là avec des clés, des conseils. Mais on peut le faire parce que justement, on en est sorti et qu'on est… Complètement. Voilà. Et que quand on est à l'intérieur, effectivement, moi, c'est ça. On fait toujours un pas après l'autre. Et même si il y a eu… il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des réponses, etc. C'est OK. Le tout, c'est à un moment donné de se dire, OK, j'ai un guide. Et l'accompagnement est fait effectivement pour ça, de pouvoir justement avoir cette personne ressource qui dit, OK, voilà, il m'a dit ça, qu'est-ce que je fais? OK, voilà, tu réponds ça. Et des fois, sur les groupes, c'est ce que des personnes font. Ils me disent, mais j'ai reçu ça comme message, qu'est-ce que je fais? Et donc, on a plusieurs réponses. Et ça m'est déjà arrivé d'écrire des réponses factuelles ou dire, voilà, tu lui dis ça, c'est comme ça, par rapport aux enfants généralement. Et c'est OK. Et avoir ces ressources-là, c'est effectivement super, super important. Donc, ne restez pas seul. Encore une fois, c'est un conseil qui doit être retenu aujourd'hui, c'est ne restez pas seul. Vous n'êtes pas seul. Quoi que vous viviez, vous n'êtes pas seul. Et c'est bien notre erreur, effectivement, en tant que récepteur de violence, c'est de croire que entre la honte et la culpabilité et la peur du jugement, on croit qu'on est seul et qu'il n'y a personne d'autre que nous qui vit ce qu'on vit. C'est faux. On est bien trop nombreux, puisque c'est effectivement, comme le disait Florence, c'est un problème sociétal. Ce n'est pas nous, ce n'est pas seulement eux, c'est toute la société en fait qui est gangrénée par ce fléau de la violence. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a fini d'échanger sur les sujets. Moi, j'aurais voulu pouvoir vous partager une plateforme de ressources que j'utilise beaucoup, à la fois pour moi, mais à la fois pour les personnes que j'accompagne ou pas d'ailleurs, puisque il y a de très très belles ressources dessus. Je ne sais pas si vous connaissez Netflix. Maid. Oui. Pardon. Maid. La série Maid. Ah oui, on me l'a conseillé. Je l'ai vu, je suis en train de voir, c'est magnifique. Magnifique. Alors, magnifique. Là, c'est une plateforme de type Netflix, mais plutôt que d'avoir des films catégorisés en genre, on aura du contenu de formation et d'éducation. Et la partie qui pourra vraiment être utile pour chacune d'entre vous, c'est la partie psychologique, la partie développement personnel. Donc, c'est une plateforme où il va y avoir des contenus qui vont être rangés en 6 catégories, donc sur les 6 piliers de vie.
de la réussite. Donc, le développement personnel où on va avoir effectivement du contenu à la fois sur la résilience, sur le deuil d'une relation, sur l'estime, la confiance, comment changer d'habitude, avoir le courage de changer, etc. Bon, il y a de très, très nombreuses formations. Il y a plus de 100 formations sur cette plateforme aujourd'hui. Il y aura des formations sur l'indépendance financière qui est un autre pilier. La santé et le bien-être avec des routines et des cours de yoga ou encore de méditation ou encore la maîtrise de son énergie grâce au chakra et aussi l'alimentation, la nutrition. L'entrepreneuriat et voilà pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs ou qui aspirent à l'être, la famille et les relations avec la communication avec les enfants, se comprendre pour mieux communiquer. Je crois que c'est super important. On est souvent en perte d'identité quand on parle plus de la violence. Il peut y avoir aussi du contenu sur la sexualité et enfin sur la spiritualité. Donc c'est une plateforme sur lesquelles je suis principalement pour la partie entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a plus de 78 coachs sur cette plateforme, tous qui sont congruents, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que dire ce qu'ils nous apprennent. C'est vraiment des personnes qui ont une expérience de réussite, soit par rapport à leur propre expérience ou soit avec les personnes qu'ils accompagnent. Il y a 12 nationalités qui sont représentées sur cette plateforme puisqu'elle est traduite en 4 langues. Je vais juste vous faire passer, toutes les formations sont d'un même format, entre une demi-heure et 1h30, avec des petits modules de 5, 10, 15 minutes pour faciliter l'intégration. C'est des formats professionnels, donc c'est des vidéos qui sont exclusives pour la plateforme qu'on ne retrouvera pas sur YouTube. Et là, je vais vous présenter un teaser de Faraké qui va nous donner du contenu pour comment se faire respecter dans ses relations. Toutes les formations, il y a des preuves sociales, des témoignages, donc des personnes qui ont vu la formation, puisqu'on ne peut pas laisser de témoignages sans avoir vu la formation de bout en bout. Et ensuite, des informations sur la personne qui nous donne du contenu, donc ici une coach, et tous les modules de la formation. Donc, dans cette formation, on va apprendre à comment apprendre à dire non, comment s'affirmer face aux autres, comment ne plus être une victime, comment débloquer ses peurs, comment couper les liens toxiques et définir notre nouvelle identité. Alors, le teasing. Si ça veut bien démarrer. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez des peurs, des blocages. J'ai la solution pour vous. Je suis Faraké, je suis youtubeuse, experte en transformation et motivation. Et j'ai créé pour vous, spécialement pour vous, et Master Business, une formation « Comment se faire respecter dans ses relations ». Ça va vous aider à débloquer vos peurs et à enfin vous faire respecter grâce à des petites astuces, je dirais des petites pépites que j'ai rassemblées rien que pour vous. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À très vite sur Master Business. Je vais vous passer un autre teasing sur le changement d'habitude pour changer sa vie, parce que c'est vrai que quand on a justement, quand on quitte une personne, il faut aussi, et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui me semble important, c'est de se recréer des nouvelles habitudes, des nouvelles routines pour justement combler ce manque que l'on peut ressentir pendant cette période de sevrage dont on a parlé en début de... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation pour reprogrammer votre cerveau grâce à la force des habitudes. Si vous manquez de motivation, si vous avez souvent des pensées négatives ou si vous n'arrivez pas à vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, cette formation est pour vous. Il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'on était tous capables de choses extraordinaires, mais je ne savais pas comment m'y prendre pour exploiter mon potentiel. C'est pour ça que j'ai décidé de faire mes recherches. J'ai essayé plein de techniques, j'ai étudié les personnes qui ont réalisé de grands succès dans leur vie et c'est ce que je partage avec vous dans cette formation.
m'appelle Jamal Lazare, je suis auteur et conférencier et les techniques que je partage avec vous dans cette formation sont exactement celles que j'ai utilisées personnellement. À la fin de cette formation, vous allez mettre en place des rituels pour reprogrammer votre cerveau. Vous saurez comment vous motiver tous les jours, même les jours où vous n'avez pas envie de travailler, pour réaliser les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Et je vous dis à tout de suite à l'intérieur de la formation. Voilà, moi je la trouve assez extraordinaire. Alors effectivement, comme le disait Florence, un accompagnement individualisé permet effectivement d'avoir ce tuteur qui nous permet d'avancer, de s'enrouler autour au fur et à mesure de notre chemin. Mais il y a aussi du contenu extraordinaire qui, plutôt que de rester sans outils, sans contenu, d'avoir oui, aussi ces contenus en ligne qui permettent de changer en fait et d'avoir du contenu de qualité. Je dis de qualité puisque ces formations, elles sont toutes orientées résultats. Il y a 80% de théorie et 80% de pratique. Et donc, du coup, voilà. C'est un partage que je voulais vous faire parce que je sais que vous êtes nombreuses aussi à rechercher des outils. Je mettrai le lien sous le replay pour les personnes qui seront en replay. Et si vous souhaitez avoir le lien, je vous le passerai avec plaisir pour accéder à cette formation, à cette plateforme. Voilà. Vanessa, Florence, un mot pour la fin. Je vais vous présenter mon livre, tiens, pour la fin. Ouais. Alors, je suis à nouveau dans le noir. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai coupé ma caméra et je suis retombée dans le noir. Donc voilà, j'ai écrit, c'est mon témoignage, c'est mon histoire. Alors, je n'arrive pas à… Voilà, ça s'appelle Ma mort dans les yeux. Florence Torolion, Ma mort dans ses yeux, je m'excuse. Dans ses yeux, évidemment. Et c'est chez Orsin. Donc, vous pouvez le commander. Alors, une image que vous verrez mieux comme ça. Ah. Oui, parce que moi, comme je suis dans le noir, je suis allée exprès, j'ai coupé ma caméra pour aller chercher le bouquin et du coup, je me suis retrouvée dans le noir. J'aurais pas dû. Hein. Voilà. Et tu l'as reçu d'ailleurs, le tien? Non, la semaine prochaine, le 27, c'est prévu. Parce que j'ai fait remonter aux éditions que c'était un peu long pour les personnes qui le commandaient. Oui, que vous dire, évidemment, vous êtes très fortes, toutes les femmes, vous êtes très, très fortes. Et un jour, bien sûr, vous serez debout comme nous. Et comme j'ai dit la semaine dernière au ministère de la Santé, quand j'ai témoigné, non seulement les survivantes ont comme un devoir de résistance et de passage de relais aux autres. Et c'est fou ça, parce qu'on est presque tout investis de la même mission, à dire que pour les autres, nous, on y est arrivé. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et vous le pouvez aussi. Ça n'existe pas. Vous pouvez toutes vous relever et vous pouvez toutes y arriver. Je vous jure que ça, c'est une force que je transmets à tout le monde parce que on y est arrivé, tout le monde peut y arriver. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que je peux dire aussi aux personnes qui peuvent me dire « Ah, mais tu es très courageuse, tu es très ceci ou très cela », je dis « Ce que tu vois en moi, tu l'as en toi ». Et ça, il faut vraiment l'entendre. Ce que tu vois en moi, tu l'as en toi. Donc, ce que tu vois en Florence, ce que tu vois en Vanessa ou quelle que soit la personne que tu peux admirer, eh ben, cette force et cette capacité et ce pouvoir-là, vous l'avez. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Et même si vous pouvez en douter, même si vous vous sentez si nul, si ceci ou si cela, peu importe. Vous avez cette lumière en vous et il faut juste la révéler. Et vous n'êtes pas nul. Vous n'êtes pas nul. On a tous été nuls dans cette situation-là. Si vous lisez mon livre, vous allez voir le déroulement de comment ça s'est passé et combien j'étais bête. Mais j'étais complètement bête. Mais si bien que ce tunnel dans lequel je suis traversée, je suis redevenue comme j'étais avant. Donc, du coup, je ne sais pas où c'est que je suis passée pendant 20 ans, moi. 20 ans quand même. Hein. Voilà. Hein. Et je ne sais pas où je suis passée parce que me revoilà comme au début. Voilà. C'est exactement ça. Et encore plus lumineuse qu'au début, presque, je dirais. Ah, super, oui, je voulais en parler. C'est ça. Et là, moi, je vous présente donc une bande dessinée qui a été faite par Nicolas Wilde, qui regroupe un certain nombre d'histoires de violences conjugales, de violences sur les femmes. Donc, c'est pareil. Il y a des histoires tout autant rocambolesques
les unes que les autres. Je vais l'inviter sur un live. Mais tout le monde s'en est sorti. Tout le monde s'en sort. Et Florence aussi, d'ailleurs. Merci. Et oui, c'est ça. On peut s'en sortir. On a cette capacité-là et ce pouvoir. On a le choix, en fait, de prendre ce chemin de la résilience. Et quand on a besoin d'être aidé, eh ben, il y a des personnes formidables qui sont là aussi pour vous, qu'elles aient ou pas traversé la violence. Bon, ça, c'est voilà, on se fait accompagner par qui avec qui on est en affinité aussi. Mais en tous les cas, moi, je rencontre depuis que j'anime les cafés, que j'anime les groupes de violence, je rencontre des personnes formidables. Demain, j'ai rendez-vous avec l'une d'entre elles d'ailleurs, où effectivement, on est dans cette mission, en fait, où on se dit, OK, on a connu ceci ou cela, mais moi, ce que j'ai envie de porter comme message, c'est que ce n'est pas une fatalité, vous n'êtes pas seul et vous pouvez vous en sortir, tout comme le message est le même pour Florence ou pour Vanessa. Chacune avec notre sensibilité, nos outils et voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous, à venir échanger, à venir prendre des rendez-vous au besoin, ou en tout cas, n'hésitez pas ne restez pas seul. Ça, c'est important. OK. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, Merci à tous pour votre présence. Et puis, à très bientôt pour un prochain Café Live. Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.